sur Sud Radio, l'ambiance est toujours chaleureuse, conviviale ici sur Sud Radio avec vous. Faut pas croire ce que vous entendez. Avec Françoise Devoix. Ça peut parler fort avec Elisabeth Lévy, Eric Revel, ça peut parler fort, mais il y a du respect et on débat et on aime débattre et justement et tout le monde a une opinion différente. Vous savez, et c'est ça la richesse. Même aussi. si les affreux libéraux. La dispute, c'est la vie et c'est la France. Voilà, la dispute civilisée. Bien sûr. Et je pense que c'est très normal et des fois on monte un peu dans les tours, mais... Je suis obligé avec les deux libéraux que j'ai en face de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Entre Eric Revel et vous. Et ça y est, c'est reparti. Bon, on va recadrer un petit peu avec la question, mon cher Eric. La question, c'était juste avant la pub. Elisabeth Lévy qui vous demandait, que vous posez cette question. Enfin, finalement, on a l'impression un petit peu de plus en plus que le salaire, il suffit juste à becqueter, quoi, à manger de plus en plus. Et encore, parfois c'est juste. Ça aussi, c'est un enjeu important, au-delà du plein emploi en tant que tel, quoi. Ah bah oui, ça c'est évidemment l'essentiel, c'est le point central. Elisabeth et Françoise ont tout à fait raison, c'est le point central. Alors maintenant, il n'y a pas en réalité de baguette magique. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi rapidement. Il y a deux façons de traiter le sujet. Bon, l'inflation va être à 5-6%. Je pense que le plus difficile va être devant nous à la rentrée en matière de prix de première nécessité, de prix à la consommation. Donc c'est un vrai sujet. Le pouvoir d'achat, c'est un sujet économique, mais c'est un sujet social aussi. Attention. Bon, il y a deux façons de le traiter à mon avis. Ce qu'essaie de faire le gouvernement en ce moment, ce que j'appelle des recettes, des aides de poche, c'est-à-dire que ponctuellement on signe des chèques, bientôt le chèque alimentation qui a été promis par Bruno Le Maire, le chèque essence qui s'arrête le 31 juillet, là, les 15 centimes à la pompe, qui va être remplacé par un mécanisme gros rouleur dont on ne sait pas grand-chose. Bon, ça c'est une façon, j'allais dire, non structurante de traiter la question du pouvoir d'achat. Et puis il y a ce que propose Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui a une augmentation du SMIC à 1 500 €. Là, c'est beaucoup plus structurant parce que là, ça va directement sur la feuille de paye. Bon. Alors, le problème, parce qu'il y a toujours un problème, Françoise. Évidemment, s'il suffisait d'augmenter les salaires, ce serait facile à faire s'il n'y avait pas d'inconvénients majeurs. Alors, vous allez peut-être trouver que c'est un propos libéral, mais attention, il y a deux risques avec une augmentation des salaires. Il y a deux risques avec une augmentation des salaires, même si l'augmentation du pouvoir d'achat est nécessaire, je le redis, J'ai pas de baguette magique, je le redis. Bon, premier point, c'est que si vous augmentez le SMIC, le salaire minimum, vous êtes obligé de donner un coup de pouce à l'ensemble de l'échelle des salaires dans l'entreprise, avec un corollaire. Est-ce que toutes les TPE, les PME françaises peuvent se permettre, vu l'état de notre trésorerie, d'augmenter les salaires et le SMIC? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Nous, on ne peut pas, par exemple, à causeur, je vous le dis, on ne pourra pas le faire. Et deuxième effet pervers en cas de forte inflation, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je suis désolé, mais les coûts de production, ils sont liés au coût du travail. Or, si vous augmentez le coût du travail, mais qui est en fait un pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français qui en ont besoin, si ces coûts de production augmentent, vous donnez de nouveau un coup de pouce à l'inflation. C'est ça la réalité. Donc, mais je sais, je connais, c'est très compliqué à traiter. C'est vrai que c'est jamais le moment pour les patrons d'augmenter le salaire de leurs employés. C'est bien dommage. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Merci juste Eric, parce qu'il m'interpellait en une seconde. Merci de dire, je pense que vous résumez absolument ma pensée quand vous dites, je sais que c'est jamais le moment. Voilà, ça n'est jamais le moment. Depuis 20 ans ou 25 ans que je suis journaliste politique ou que je suis actrice politique dans un gouvernement, j'ai toujours entendu, et malheureusement pour moi, que ce soit la gauche de François Hollande, que j'ai soutenu, j'étais dans son gouvernement, ou que ce soit la droite, j'ai toujours entendu ce discours, et je vous remercie d'avoir cette honnêteté, avec cette forme de dérision, de dire je sais que ça n'est jamais le moment. Eh bien, il faut qu'à un moment donné, ce moment vienne. Attendez, il faut que ce moment vienne. On vous a entendu, Françoise Elisabeth Lévy. Excusez-moi, mais le problème, en fait, je suis navré, c'est la mondialisation. C'est-à-dire, on a mis en concurrence des ouvriers français et des ouvriers chinois. Évidemment, si vous voulez, que ça ne pouvait pas se passer autrement. Donc, il a été, il a été question pendant le dernier quinquennat, me semble-t-il, à un moment, et ça venait beaucoup de la gauche, d'ailleurs, Françoise, de penser une forme de protectionnisme éventuellement européen. C'est-à-dire, à un moment, si on ne protège pas nos industries, on va devoir aligner les salaires des ouvriers français, européens, allemands sur ceux des ouvriers chinois, voilà. Eric Revel, c'est vrai que là-dessus, pour le coup, il y a aussi cette question de système, au-delà justement des mesures au coup par coup ou des mesures sur le plus long terme, il y a aussi cette question d'environnement, de savoir. Il n'y a pas de mondialisation heureuse, ça n'est pas vrai. Moi, je crois pas. Merci. Pas du tout. Mais ça, excuse-moi, la gauche s'est jetée dedans aussi. Non, bien sûr.
Non, alors, ça a eu un effet, évidemment, la mondialisation qui a été plutôt malheureuse pour notamment une partie des Français qui étaient les plus en difficulté. Donc c'est une mondialisation malheureuse, mais au-delà de la pression sur les salaires que ça a entraîné, Elisabeth a raison de rappeler que le niveau du salaire, évidemment, d'un collaborateur chinois pour la même production, c'est pas celui d'un Européen, ça y a pas de doute. Mais il y a eu un autre effet, c'est il faut jamais l'oublier, on a délocalisé nos productions. C'est-à-dire que non seulement on a fait pression sur les emplois qui restaient, mais on a siphonné. Et tout ça ne commence pas d'hier. Si vous vous souvenez, sous Giscard d'Estaing, le président Valéry Giscard d'Estaing avait décidé, vous en souvenez, d'arrêter la filière des machines-outils. Oui. Parce qu'on était parfaitement raison. Eh bien, les choses ont commencé là. Non mais c'est terrible parce que c'est un processus tellement dur à inverser. Des grands patrons, je le rappelle, parce qu'ils ont leurs responsabilités. Alcatel, il va nous parler d'Alcatel. Mais non, mais il a raison, Eric, de le rappeler inlassablement. Je pense à Serre Turuc, chez Alcatel, qui a expliqué qu'on pouvait faire de l'entreprise, on pouvait faire de l'industrie en France sans unité de production. C'était le Faberless. Il n'y avait plus besoin d'avoir des usines en France. Très bien. On a accumulé les erreurs et il faut le dire quand même, le patronat français a sa part de responsabilité. Est-ce qu'on va terminer là-dessus, ceux qui l'ont conseillé, c'est-à-dire des grands patrons français. On va terminer là-dessus, Eric. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce que c'est réversible ou pas? Parce qu'on parle de réindustrialisation en permanence en ce moment. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut y arriver? Tout simplement? Non, mais c'est pas simple. Moi, je pense que non, mais attendez, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais la vieille industrie qui s'est délocalisée, elle reviendra jamais. En revanche, la révolution digitale, on a commencé par la spéculation sur Internet tout à l'heure avec Elisabeth, mais on a aussi de très très belles licornes en France. On a de très belles entreprises du digital. C'est là-dessus qu'il faut miser. C'est celle-ci qu'il faut aider à se développer, parce que derrière, vous avez toute une industrie nouvelle du digital, du numérique, dont la France peut être un des grands pays bâtisseurs. On l'a montré. Alors, on n'a pas de GAFAM, nous, mais on a d'autres très belles entreprises digitales. Donc, peut-être que c'est là. Et la dernière leçon qu'on nous a donnée, vous en souvenez, c'est cette petite start-up nantaise qui produisait des vaccins contre la Covid-19 et qui est partie vendre ses vaccins en Grande-Bretagne parce qu'on n'a pas su la développer et la retenir. C'est ça aussi. C'est ces entreprises-là qu'il faut aider, qu'il faut faire grandir. Et avec les gisements d'emploi de demain. Mais Eric, avec le bémol qui est un domaine que je connais très bien, c'est-à-dire l'agroalimentaire, il faut aider nos fleurons de l'agroalimentaire parce que ça reste quand même ce qui nous permet de tenir dans le désastre de la balance commerciale extérieure, c'est nos produits agroalimentaires. Il faut absolument aider les grandes entreprises qui sont pas délocalisables d'ailleurs, qui sont disséminées dans tout le territoire, qui font vivre des bassins entiers de vie. Eh bien, il faut les aider à se développer, à passer au stade de ETI et continuer à soutenir des maisons comme Hermès. Je pense au luxe. Le luxe fait partie, ne se délocalise pas forcément. Hermès, par exemple, sa grande fierté, grande maison, a refusé d'ailleurs pendant le Covid l'aide en disant nous avons suffisamment de moyens. Nous ne prenons pas l'aide de l'État, c'est notre rôle dans la solidarité et continuer à produire en grande partie en France. Donc je pense qu'il faut aussi, vous avez raison sur les industries du futur, mais je pense que si on aidait notre filière agroalimentaire, qui est la deuxième industrie de France derrière l'automobile, eh bien je crois que si on l'aidait à se développer en ETI notamment pour conquérir de nouveaux marchés, ce serait très bien aussi, non ? Et rappelons juste, puisque vous en avez parlé, Françoise, pour conclure, le chiffre quand même désastreux sur lequel on aurait aimé qu'Emmanuel Macron s'expliquât. Et le commerce extérieur, on va être à moins 100 milliards d'euros cette année. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est absolument hallucinant. Ça, c'est le syndrome, le symbole le plus farouche, le plus éclairant sur le cognac peut pas tout compenser. Le cognac peut pas tout compenser. Un mot d'Elisabeth Lévy avant qui a été extrêmement sage. Non, je voulais juste dire, peut-être ce sera pour un prochain sujet d'Éric, il y a aussi un véritable problème pour trouver des financements en France. Pour quand vous êtes une nouvelle boîte, etc., que vous avez besoin d'investissement, vous devez aller en chercher à l'étranger, ça fait vraiment mal au cœur. Comme les partis politiques d'ailleurs. Merci beaucoup. Je l'avais pas vu venir celle-ci. Merci beaucoup Françoise Degois. Ça envoie. Merci à vous Elisabeth Lévy également. Et un grand merci aussi Eric Revel d'avoir débattu. Voilà, comme quoi aussi en fonction de ce que vous nous demandez sur Sud Radio, les auditeurs, eh bien on est capable aussi d'évoquer d'autres sujets, voilà, sur l'emploi, sur la réindustrialisation et puis sur le burkini aussi, voilà. On peut parler de tous les sujets sur Sud Radio, vous êtes les bienvenus. J'ai un petit mot quand même pour Gérald, notre auditeur qui voulait passer dans le débat. Malheureusement on n'a pas pu. Rendez-vous est pris pour lui, s'il veut rappeler demain, il sera en priorité bien sûr à l'antenne.